Alors, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Pas évident de garer ce machin. Ouh. Salut tout le monde, ceci est une vidéo que vous avez beaucoup demandé, l'histoire de la Goldwing. Je m'excuse un petit peu si je suis pas aussi dynamique que d'habitude, je vais essayer quand même de me rattraper, mais je suis un petit peu malade aujourd'hui, je me suis réveillé avec la tête comme un gros chat. Ça leur fait la tête comme un gros chat. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur l'essai de la Goldwing standard, hein, celle qu'on pourrait assimiler au modèle Bagger, et vous avez eu il y a quelques semaines la vidéo d'essai de ce monstre absolu qui est la Tour Édition, la plus prestigieuse. Donc c'est évident qu'une vidéo qui allait refaire toute la généalogie de cette machine incroyable allait finir par poindre le bout de son nez. Vous me l'avez demandé, donc vous avez intérêt à la regarder. Allez, on y va. La Goldwing porte avec elle un poids énorme. Et oui, c'était un double sens très intelligent puisque ce machin pèse la moitié du poids d'une petite voiture. Mais il y a tellement de choses à dire sur comment on en est arrivé là. 50 ans d'histoire, hein. 50 ans, voilà. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Eh bien, je vais vous donner quelques petits détails comme ça. Nous sommes en 1972 et à cette époque, une machine règne en tant que maîtresse absolue chez Honda, la CB750. Cette moto a été considérée comme la première UJM, Universal Japanese Motorcycle, c'est un terme qui vient des États-Unis et qui servait à désigner en fait une moto avec une position de conduite relaxe mais qui était tout à fait polyvalente et qui permettait de faire un peu tout ce qu'on voulait. Et ces motos en fait ont rendu l'accès à la moto bien plus aisé dans les années 80 aux États-Unis et malgré quelques prétendants comme la Kawasaki Z1 hein, qui était très populaire, en interne Honda appelait cette petite machine la reine des motos et clairement à mon avis ils avaient raison. Puissante, très fiable pour l'époque, c'était assurément une prétendante très difficile à détrôner. Et ben vous savez ce que Honda ils ont fait? Eh ben ils ont décidé de le faire, ni plus ni moins, eux-mêmes hein, directement. Et dans le plus grand des secrets, au fin fond du laboratoire le plus caché, non là j'invente, j'en sais rien du tout, une équipe de recherche et développement a été assemblée pour réfléchir à un nouveau vaisseau mère pour Honda. Et pour diriger cette team, j'en avais déjà parlé dans l'essai de la Goldwing standard, ce monsieur Soichiro Irimajiri. Franchement, tout ce que vous dites en japonais, c'est stylé. Watashi no namae wa Rodolfo desu. 32 sai desu. Ça veut juste dire, je m'appelle Rodolfo, j'ai 32 ans. Pourtant, c'est la classe. Bref, ce monsieur n'était certainement pas un random du Stunfest. Et excusez-moi pour l'expression, c'est mon passé de joueur de jeux de combat qui ressort. Puisqu'il avait entre autres développé les moteurs des MotoGP des années 60, ainsi que le moteur V12 de la Formule 1 de l'époque. Donc, ça ne rigolait pas, monsieur Irimajiri. Irimajiri the people. Et je sais que j'en ai déjà aussi parlé pendant l'essai de la Goldwing standard, mais le premier modèle de Goldwing n'était pas ce qu'on a en face de nous, mais une sorte de moto sportive assez grosse. Alors comment on est passé de cette idée à ça? Eh bien il est grand temps d'un petit peu d'histoire, voyez-vous. Donc tout d'abord, cette équipe a travaillé sur un prototype de moteur, le M1. Non, Yamaha n'a rien à voir là-dedans! Et qui était une architecture plus proche finalement de ce qu'on a sur les Goldwing actuels. C'était un moteur de 1470 cm3, 6 cylindres, à plat, positionné de façon longitudinale. Vous vous souvenez? Longitudinal, c'est dans le sens de la moto. Transversal, c'est perpendiculaire à la moto. Non mais perpendiculaire ça marche aussi. Déjà à l'époque, ils réfléchissaient à une transmission à cadence, qui était intéressant pour préserver tout ce qui est maintenance au niveau de la machine. Et si certains auraient bien aimé de la puissance, un comportement un peu sportif sur la moto, la plupart étaient plutôt partant sur une machine disposant de beaucoup de couple à bas régime. Hein. L'objectif était d'atteindre les 80 chevaux à 6700 tours minute et 220 km/h. Oui bon, 80 chevaux, c'était l'ancien temps, calmez-vous. Mais toujours est-il que le moteur M1 n'était pas prévu pour être produit en série, tout du moins à l'époque. Et le premier modèle qui est sorti des usines, la GL1000, a conservé quelques-unes de ses fonctionnalités. Toujours est-il que le 6 cylindres à plat, il pouvait pas. Trop gros, la boîte de vitesse en plus, la position de conduite, c'était comme ça. Donc, pas glop quoi. Donc, on change d'architecture et on part sur un moteur de 1 litre avec 4 cylindres à plat. Et oui, je sais, ça peut paraître étrange parce que cette architecture aujourd'hui a quasiment disparu de l'intégralité de la production moto et voiture, mais à l'époque, eh bien, les voitures aussi étaient équipées de ces moteurs-là. Il y en avait quelques-unes comme ça, bon voilà, c'était une architecture comme une autre. Et donc, pour continuer le développement de cette machine, c'est monsieur Toshio Nozue qui reprend le flambeau de Irimajiri. Irimajiri-san, il est temps de rendre le projet des
Yes! Mais bien sûr, Nozu Edono, le développement du roi des motos est entre de bonnes mains. La légende raconte qu'il a disparu dans un écran de fumée ninja, pas si c'est vrai ou pas. Donc, enfin, ils sont décidés à la sortir, la GL1000. Comme je vous l'ai dit, elle est révélée avant sa sortie en 1975 au concessionnaire lors d'un grand salon aux États-Unis, une sorte de meeting annuel. Bon, c'est les gens de chez Honda qui se réunissent pour savoir un petit peu comment ils vont contrôler le monde. À Las Vegas, figurez-vous, hein. Petite partie au casino après la réunion, ça fait toujours plaisir. Et après, au public, à l'IFMA à Cologne, qui va devenir l'Intermote. Vous savez, ce salon où ils ont annoncé la Hornet, la moto dont vous avez tous dit qu'elle était dégueulasse, mais qu'elle va se vendre comme des petits pains. En même temps, une MT-07, c'est pas très joli, et pourtant, il n'y a pas de problème pour la vendre. Vous voulez une anecdote? Non, parce qu'il n'y en a pas assez dans cette vidéo. À la base, la GL1000 est présentée comme une naked, c'est-à-dire une moto sans carénage, mais pendant ce salon-là, à Las Vegas, ils avaient présenté des petits carénages qui étaient destinés à être vendus de façon officielle par Honda, mais les moules ont été détruits. Eh ouais, pas de chance. Mais en tout cas, ça a présenté un gros avantage et une belle opportunité pour les accessoristes, comme la Vetter Fairing Company qui avait créé la légendaire série Windjammer à l'époque, rien à voir avec le jeu vidéo, qui permettait justement de transformer sa GL1000 en une moto carénée, c'était plutôt sympa. Une des particularités des Goldwing, ça a toujours été le cas, est que le réservoir d'essence était situé en dessous de la selle, et non pas juste devant nous. C'était une façon d'améliorer le centre de gravité, la stabilité et la maniabilité de la moto. Bon, toujours est-il qu'ils en vendent quand même 13 000 des Goldwing en 1975 aux États-Unis, ce qui n'est vraiment pas mal. Le moteur évolue en 78 sur une troisième version de la GL1000 pour offrir un petit peu plus de couple à bas régime, et surtout on a un éclairage de réserve, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'ampoule de votre phare grillait, il y en avait une deuxième de substitution qui prenait le relais. Les mecs, ils étaient déjà tellement loin dans le game, c'est hallucinant. Toujours pas de carénage de série sur la moto, mais des top case, des valises latérales qui sont proposées, et l'année 79 sonne la fin de la GL1000, avec quand même 97 000 motos vendues entre 75 et 79, donc des chiffres qui sont quand même plutôt pas mal. Il est temps désormais de passer à la GL1100. Et cette machine a plusieurs points intéressants. Le premier, c'est que l'assemblage ne se fait plus au Japon, mais désormais dans l'Ohio, et quand bien même les moteurs sont toujours fabriqués au pays du soleil levant, les machines sont estampillées Made in America. America, fuck yeah! En fait, l'idée est très simple. Honda a compris que la Goldwing est fondamentalement la plus américaine des motos japonaises, et du coup, ils veulent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les Américains se sentent patriotes à bord de leur Goldwing. Bon, on a un petit peu de concurrence à l'époque avec la Suzuki GS1000 et son 4 cylindres en ligne, et surtout la Kawasaki Z1300 avec un 6 cylindres en ligne, comme les BMW, les voitures. Enfin, K1600 GT aussi, elle est 6 cylindres en ligne. Mais Honda décide de passer la seconde et d'annoncer le premier grand toureur japonais. Donc le grand toureur, c'est quoi? Eh bien, c'est la moto très carénée qui va permettre de voyager avec une protection et un confort maximal, un petit peu l'idée originale de la Goldwing qu'on a devant nous. Et il existe toujours 3 versions de la GL1100. Il y a une version naked qui est conservée au catalogue, pour avoir ce côté un petit peu plus dénudé, et 2 machines font leur apparition dans la gamme, la Goldwing 1100 Interstate et la Goldwing 1100 Aspencade. Et ça, c'est vraiment le début de la Goldwing telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des équipements de partout, des bagages latéraux pour le passager et son conducteur, des carénages, un système stéréo, on a même une radio CB, encore une fois je l'avais expliqué sur l'essai de la Goldwing standard. La radio CB, si vous voulez, c'est comme un talkie-walkie mais qui vous permet de parler avec plein de gens sur une distance de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Vous imaginez que c'est une radio ni plus ni moins, et vous allez pouvoir vous en servir pour discuter avec des gens. Je sais pas à quoi ça pouvait leur servir parce que c'était pas un téléphone. Peut-être que quand ils arrivaient dans une ville et qu'ils s'arrêtaient au saloon, on est au Far West là, ils prenaient leur CB et ils appelaient toutes les Goldwing aux alentours pour venir se rejoindre et faire une grande procession de motards. Je n'en sais rien du tout, mais toujours est-il que la moto intégrait des technologies totalement folles. La Aspencade, elle est encore au-dessus avec des peintures très luxueuses, des disques de freinage ventilés, un écran LCD digital. On était sur un poids de 321 kg à l'époque, ce qui n'est pas si mal quand on compare au poids que fait ce genre de monstre aujourd'hui. Et encore une anecdote, j'adore en placer. Et saviez-vous que la GL1100 détenait à l'époque le record de la moto qui avait parcouru le plus de kilomètres, c'était connu comme la moto qui avait parcouru le monde, 735 000 km avec à son bord Emilio Scotto. Et oui, c'est formidable ce qu'on apprend sur la Roadster TV. Toujours est-il que la concurrence restait dans l'aspi de Honda, avec notamment la Yamaha Venture XVZ et son moteur V4. Et oui, à l'époque, Yamaha faisait des V4. Et aussi, en 1995, la Suzuki GV1400 Cavalcade, le nom est exceptionnel, aussi en V4, comme
comme quoi ils y sont tous passés finalement. Bref, Honda ne proposera plus la version Naked après 1984, la faute à des ventes qui diminuaient, une perte d'intérêt du public face aux versions plus carénées, et c'est à cause de ça que certaines entreprises ont commencé à perdre sensiblement en chiffre d'affaires, comme la fameuse Vetter Fairing Company. Bon, toujours est-il que Honda avait clairement poussé le 4 cylindres dans ses retranchements, dans ses limites. On a d'ailleurs un petit baroud d'honneur en 1995 avec une Limited Edition qui sortait de l'injection. C'était rare à l'époque, les motos étaient plutôt à carburateur, mais toujours est-il que Irimajiri-san avait vu juste et qu'il était temps de step up le game en passant aux 6 cylindres à plat. Une nouvelle team est donc assemblée pour faire évoluer la Goldwing, la Ligue des justiciers ingénieurs. 60 stages de développement, plus de 15 machines de test différentes, avec pour objectif toujours de la douceur, du silence et une énorme réserve de puissance. Voire même plutôt de couple concernant la Goldwing. 13 ans après la création de la Goldwing, la GL 1500 est la moto qui apporte le plus de modifications depuis la création de la moto. Et la plus grosse modification, c'est le changement de moteur. On passe à un 6 cylindres à plat, alors on revient à de la carburation. Ils se sont dit peut-être que l'injection ça coûtait trop cher à l'époque. Et là, attention, c'est l'avalanche. La moto gagne dans tous les sens, en confort, en protection, en largeur, en poids, et surtout la marche arrière électrique. Et oui, dès la GL 1500, on voit arriver ce gadget assez impressionnant sur les Goldwing qui permet de faire reculer la moto. Au cas où pour se garer, c'est un peu compliqué, je vous le rappelle, ça pèse un peu lourd cette histoire. En 1988, la production retourne au Japon, les Japonais qui veulent de nouveau recommencer à produire leur moto iconique, et c'est vraiment la moto qui fait décoller la Goldwing. On a même un modèle Special Edition, encore une fois, qui intègre de la ventilation. On arrive vraiment à une bagnole en fait, il n'y avait pas énormément de différence avec une voiture, si ce n'est qu'on n'était pas couvert, mais clairement on avait un tel niveau de confort et de protection que ça en devenait véritablement assez exceptionnel. Et on arrive à notre époque les amis, 2001, la GL 1800, donc la taille de moteur finale, dernière mise à jour du moteur. Depuis, il n'a pas changé en termes de cylindrée, et la Goldwing devient véritablement la reine de la route avec l'ABS qui arrive, les sièges chauffants, et surtout une fonction incroyable sur cette moto, un airbag qui apparaît à partir de 2006 pour protéger le conducteur en cas d'accident. 2010, c'est la fin de la production aux États-Unis. Oui, ils l'avaient rattrapé, ils n'arrivaient pas à se décider. En 2011, aucune Goldwing ne sera produite pour finalement recommencer toute la production au Japon à partir de 2012. Et d'ailleurs, on considère même que la GL 1800 en fait existe en première version, produite de 2001 à 2011 aux États-Unis, et de 2012 à 2017, c'est la deuxième génération de la GL 1800 produite cette fois-ci au Japon. On arrive à l'ère du GPS, la navigation sur l'écran intégré, et aussi la possibilité de connecter son iPod ou son lecteur MP3. C'est le début également du modèle F6B, la sorte de bagger qui était là pour parler à un public voulant peut-être plus un croiseur qu'un toureur, un look un petit peu plus rebelle. Ça lui donnait une tête assez sympa, moi je trouve qu'elle était pas moche du tout cette machine. Et finalement la Goldwing était prête à mettre son plein pied dans le futur avec le troisième modèle de la Goldwing qui existe depuis 2018 et qui est finalement ce modèle, ni plus ni moins, c'est la version finale de la Goldwing qu'on a. Elle gagne en agressivité, en côté un petit peu sportif, elle est définitivement bien plus effilée que ses prédécesseuses. Je sais que ça ne se dit pas, mais je le dis quand même. La technologie devient véritablement omniprésente sur cette moto. On va avoir Apple CarPlay, une suspension à double triangle, technologie vraiment super intéressante qui fait penser un petit peu au télélever de chez BMW, du ride-by-wire, des modes de conduite, du contrôle de traction, et finalement on en arrive au raffinement ultime et final de la Goldwing, l'installation d'une boîte automatique DCT disponible sur certains modèles, et finalement la déclinaison des deux machines en version standard et la Tour Edition, c'est celle qui est juste devant nous, qui est un petit peu le modèle, on va dire, connu de la Goldwing, celui auquel on pense immédiatement quand on a cette machine en tête. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'autres changements en dehors de ça. C'est incroyable, c'est une moto qui vraiment incarne tellement de choses et qui a une histoire qui est si longue, si riche, que je me devais de partager cette histoire avec vous, d'autant que vous avez été nombreux à le demander. Ce qui est
est sûr et certain, c'est qu'il est difficile de remettre en question le statut d'impératrice de la route à la Honda Goldwing, parce que c'est vraiment la moto qui personnifie, qui symbolise le plus à la fois cet esprit de route extrêmement confortable avec une dotation d'équipement comme on en voit extrêmement rarement sur une moto, et puis aussi finalement je pense la machine qui symbolise le mieux Honda en tant que constructeur japonais. Est-ce qu'ils sont arrivés à relever le pari de détrôner la CB750 avec une moto encore plus folle? Vous vous ferez votre propre opinion, mais moi à mon avis c'est plutôt réussi. Et voilà, cet épisode est terminé, l'histoire de la Goldwing. J'espère que ça vous a plu, que j'aurais pu vous apprendre peut-être quelques petites informations que vous ignoriez sur cette moto absolument génialissime. Et si vous avez d'autres idées ou que vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'autres machines ou de marques, vous savez quoi faire, les commentaires sont là pour ça. Je vous retrouve la semaine prochaine, je sais pas trop de quoi on va parler parce que j'ai pas mon planning à jour. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos motos. Ciao!